L'idée, c'est de se dire qu'il y a sûrement une place dans ce marché de la décoration entre de très grands leaders, très grosses entreprises, et puis plein de petites sociétés, et essayer de créer une société bien structurée, bien organisée, une PME qui pourrait devenir une ETI à terme, au milieu de tout ça. On a cette opportunité avec le groupe La Bruyère, on l'a saisie parce que la vision derrière tout ça, c'est d'avoir une entreprise avec des marques, des vraies marques, pour se différencier de la concurrence, des marques internationales, et à terme, avoir une distribution internationale et multicanale. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Le secteur dont il est question aujourd'hui est celui de la décoration et du petit ameublement. À travers lui, nous allons découvrir l'histoire d'une entreprise rachetée à la barre du tribunal et dont le redressement spectaculaire a permis des opérations de croissance externe. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Pierre Plassard, le président de Mathilde Création. Cette entité regroupe 3 marques, Mathilde M, Blanc d'Ivoire et des coquelicots. Avec ces 3 marques, c'est toute une stratégie de distribution qui s'organise en France et à l'international. L'arrivée de Décoquelicot en octobre 2021, pure player racheté à ADO, l'entité qui regroupe les enseignes bricolage du groupe Mullier, ouvre des perspectives nouvelles de distribution. Mais avant d'entrer dans tous ces détails, nous maintenons l'habituelle chronologie de notre conversation en commençant par le marché. Comment celui-ci se structure-t-il ? Comment les besoins des consommateurs ont-ils évolué ces dernières années ? Quelles sont les tendances et les évolutions attendues ? Nous poursuivrons en revenant sur l'histoire des 3 marques de Mathilde Création pour mieux comprendre comment elles se positionnent les unes par rapport aux autres. Comment adressent-elles leur marché ? Quelles sont les stratégies de distribution dans les différents pays ? Quelles sont les ambitions du groupe ? Enfin, nous reviendrons aux consommateurs, acteurs centraux de tout commerce, afin de parler relations clients, acquisition, fidélisation, data, CRM ou encore réseaux sociaux. Bref, des sujets qui s'annoncent passionnants. Mais avant de commencer, Pierre, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, donc en quelques mots, si tu veux, moi j'ai longtemps travaillé chez L'Oréal, j'ai eu la chance de travailler 16 ans chez L'Oréal, et à partir de l'année 2000, j'ai eu la chance de partir à l'étranger. Attends, t'as travaillé 16 ans chez L'Oréal, mais t'es un profil quoi ? T'es ingénieur commercial, t'es quoi ? Alors, j'ai travaillé dans le marketing et la vente, principalement, donc je suis commercial. J'ai fait une école de commerce, voilà, donc j'ai démarré par une école de commerce, et puis après chez L'Oréal. Donc j'ai travaillé 16 ans, 10 ans, plus de 10 ans à l'international, où j'ai eu la chance de travailler sur divers marchés, au Maroc, en Pologne, en Chine, où j'ai dirigé dans tous ces pays une division, la division cosmétique active, qui gère les marques en pharmacie de L'Oréal. Et si tu veux, ça a été pour moi une opportunité extraordinaire parce que j'ai appris la vente, j'ai appris le marketing et puis j'ai appris à me frotter à des marchés que je connaissais pas. Quand tu débarques à 32 ans au Maroc, tu vois, tu découvres quelque chose de totalement différent de ce que tu as connu en France. D'abord, tu es dans un petit marché et puis des consommateurs qui sont différents et des moyens d'adresser ces consommateurs aussi totalement différents. Donc ça a été une aventure formidable et puis en 2010, j'ai eu envie de changer, j'ai eu envie de partir un peu à une nouvelle aventure et tu vas quitter L'Oréal, mais c'est ça ? Ouais, je quitte Avant L'Oréal. de quitter L'Oréal, attends, jusque quand même 16 ans, c'est le Maroc, c'est la Pologne, c'est la Chine. Ce sont quand même 3 marchés fondamentalement différents. Il y a le Maghreb d'un côté, l'Europe de l'Est et puis l'Asie. C'est quoi les dénominateurs communs ? Parce qu'on voit on imagine beaucoup de différences.
Ouais. Mais il y en a des dénominateurs communs? Il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il y a des consommateurs très très différents, d'autant plus que, si tu veux, on parle souvent d'une concurrence qui est différente, parce qu'à l'époque où j'ai eu la chance de travailler dans ces marchés, il y avait aussi une concurrence locale. Maintenant, c'est sûrement plus international. Je me suis un peu détaché du marché. Les dénominateurs communs, je veux dire, c'est la force de L'Oréal à l'époque. C'est des marques très fortes qui sont capables de s'imposer sur ces marchés tout en gardant leur identité. Moi, c'est ce que j'ai retenu, si tu veux. Après, t'exécutes de manière différente parce que t'as pas les mêmes clients. T'as pas les mêmes supports, mais si tu veux, tes marques sont les mêmes et il faut affirmer la puissance de ces marques pour pouvoir gagner des parts de marché. Et là, c'est ce que j'ai retenu, c'est la puissance des marques qui est capable de s'imposer au Maroc, en Pologne ou en Chine. Avec une stratégie de distribution wholesale dans ces pays-là. Dans ces pays-là. Alors, ce qu'il y a de marrant, tu vois, j'ai vu émerger en Chine le digital, vraiment très très fort. Là, c'est quelles années à peu près? C'est 2009-2010, où je vois apparaître le début de la vente en ligne. Et qui permet d'aller chercher des consommateurs dans des zones où on n'a pas de distribution. Voilà, on n'était pas capable de couvrir la totalité du territoire chinois, et on voit que le digital va prendre le pas, du moins va compenser les endroits où on n'a pas de point de vente. Ça, c'est la première des choses que j'ai constatées, et j'ai vu l'opportunité énorme, parce que ça nous a permis d'aller chercher de nouveaux consommateurs dans des zones où on n'était pas présent. Ça, c'est intéressant, et vous aviez, en tant qu'entité chinoise de L'Oréal, les mains libres pour organiser la stratégie de diffusion online, ou alors c'était quand même orchestré depuis la France? Alors, à l'époque, c'était vraiment les débuts, et c'était local, très local. Donc, voilà, c'était le début de cette activité. On avait les mains libres, mais après, bien sûr, comme il y a une stratégie globale, stratégie internationale, je pense que c'est rentré dans les rails, et ça a suivi une stratégie internationale. Oui. Donc là, tu as eu les premiers contacts avec des Alibaba et des gens comme ça? Ouais, c'était ça le début. Et tu avais le vente privé local aussi, qui s'appelait, j'ai perdu son nom, Mei, je crois, qui se lançait aussi à l'époque, et c'est un ancien de L'Oréal qui lançait ce site, quoi. Donc oui, c'était l'émergence, quoi. C'était le tout début. T'as appris le chinois? Non. Trop compliqué. Je suis pas resté très longtemps, je suis resté un peu plus de 2 ans, et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ouais, j'imagine. C'est ce que tout le monde dit. Je serais resté plus longtemps, je l'aurais fait. Tu dis donc, ces années L'Oréal t'ont permis quand même de comprendre la dimension internationale et les différences qui existent d'un marché à un autre en termes de consommateurs, les besoins qui sont pas les mêmes, la façon de les adresser. Tu as aussi vécu finalement un turning point, parce que la stratégie L'Oréal habituelle jusqu'à 2010, comme tu le dis, c'était quand même du wholesale, exclusivement du wholesale. Et là, elle devient online avec du D2C. Ouais, c'est ça. Ça évolue. Ça évolue vite. 2010, tu changes. Je change. Et complètement. Tu vois, je vais vers le digital, puisque je deviens patron de Voyage Privé France. Voilà, des rencontres me donnent cette opportunité. Deux idées derrière tout ça. L'envie de partir vers quelque chose de plus entrepreneurial. Voilà. J'ai adoré L'Oréal, j'ai trouvé ça formidable, mais j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus petit, où je sentais que j'allais avoir plus d'impact sur ce qui se passait. Et puis de me frotter au digital. Je voyais le truc monter, je me suis dit que c'était maintenant ou jamais, même si j'avais un peu de retard par rapport à ce qui se passait en France ou en Europe, je me dis il faut y aller, quoi. Et c'est comme ça que je saisis l'opportunité de Voyage Privé. Voilà. Et si tu veux... Et de Voyage Privé, là, tu restes combien de temps? J'y reste 3 ans. 3 ans. Ta lettre de mission, globalement, chez Voyage Privé, alors c'est marrant parce que c'était le site, je ne veux pas dire de bêtises, je fais de mémoire, mais avait été créé quelques années avant, 5-6 ans, était en pleine explosion. Le site était atteignait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, et il fallait structurer, il fallait organiser. Alors comme j'avais la chance d'avoir une grosse expérience chez L'Oréal, qui est quand même un grand groupe qui apporte de la structure, c'était la lettre de mission. C'était organiser les achats, c'était essayer d'être le plus efficace possible pour faire croître le site. Et ça a été l'objectif. D'accord. Tu es resté 3 ans. T'en ressors avec quoi comme asset? C'est quoi qu'est-ce que tu as appris? Parce que là, on a compris ta lettre de mission. Il a fallu l'appliquer, jouer cette partition. Ça se passe plus ou moins comme on l'imagine. Globalement, t'en ressors avec quoi comme bagage? Si tu veux, j'ai appris une grande chose, c'est que c'est difficile, très difficile, de changer de secteur et de mode de distribution en même temps. Moi, c'est ce que j'ai appris. Pour moi, ça m'a apporté beaucoup d'humilité, parce que quand on vient d'un grand groupe, on a plus ou moins bien réussi sa carrière,
on arrive, on est un peu, on se dit, on va être capable de tout changer. Et là, je m'affronte à deux choses, un réseau de distribution, un moyen de distribution que je connais pas, parce que je venais du wholesale et c'est du digital, et l'industrie du tourisme que je connais pas aussi. Et ça demande beaucoup de travail, parce que tu n'as pas les automatismes. Je pense que le plus, c'est que tu apportes une vision différente des choses, mais pour trouver les automatismes, c'est long et ça demande énormément de travail. Donc j'ai appris beaucoup d'humilité, si tu veux, ce qui m'a beaucoup servi par la suite, d'ailleurs, et à chaque fois se remettre en question, se réadapter à quelque chose de nouveau. Moi, j'ai trouvé ça formidable, mais difficile. Ok, donc vers 2013, c'est ça? Ouais, 2013. Tu changes? Je reviens à mes premiers amours. Je repars dans les cosmétiques et je pars au Canada prendre la direction d'une société canadienne qui s'appelle Lise Wattier, qui est une marque de cosmétiques. Et là, alors, j'ai l'impression de bien aimer me confronter à des choses différentes parce que je connaissais pas l'Amérique du Nord, donc je me dis génial, je vais découvrir ça. Canada, Montréal, la facilité pour les Français, la langue, c'est beaucoup plus simple. Et deuxième chose, je change, parce que j'ai toujours travaillé sur les soins du visage, et là, je vais faire du maquillage. Donc, si tu veux, je me confronte à quelque chose de différent, qui a été d'ailleurs très fort pour la suite, mais je vais travailler sur le maquillage, puisque l'entreprise faisait 75% de son chiffre d'affaires, avec une lettre de mission très claire. C'est une entreprise qui fait quelle taille, globalement? Qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Voilà. L'entreprise avait été rachetée 7 ans auparavant par un fonds. Voilà, et l'idée, c'était de la redresser parce que la rentabilité n'était pas au niveau attendu, relancer les ventes et apporter plus de rentabilité pour vendre l'entreprise. Ce qu'on a fait au bout de 3 ans, d'ailleurs, on a, je dis on parce qu'il y avait le fonds avec moi, mais avec l'équipe aussi, on a, j'ai envie de dire, retapé l'entreprise pour la revendre derrière à un concurrent direct. Voilà. C'est une entreprise qui vendait là aussi qu'en wholesale? Ouais, principalement en wholesale aussi. Principalement en wholesale. Et là aussi, on a commencé à développer, alors à notre niveau, parce que c'est compliqué quand tu fais 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire les moyens sont adaptés à ces 50 millions. Aller sur le digital, j'avais en face de moi L'Oréal, donc ça changeait. Et t'as pas les mêmes moyens, donc il faut être astucieux, il faut être malin, il faut monter des collabs avec des influenceuses locales. On a fait plein de petites choses sympas. Mais voilà, quoi, c'était super. 3 ans en Amérique du Nord, il me manquait ce continent quand même. Ouais. Au palmarès. Et tu reviens en France. Ouais, je reviens en France. Je reviens en France parce que c'est un pays sympa quand même. Voilà. Je suis bien d'accord. Voilà. Donc après de multiples voyages et de multiples vies à l'étranger, j'ai envie de retourner en France. Pour une raison personnelle, deux raisons personnelles. D'abord, se rapprocher de sa famille, ses amis, parce qu'on les perd quand même un peu de vue au quotidien. Et puis pour mes enfants, pour leur donner une expérience française, plus longue, Donc je reviens en France parce que je trouve aussi un projet qui m'intéresse, un projet professionnel, et c'est à ce moment que commence l'aventure Mathilde Création, avec le soutien de la branche Private Equity du groupe La Bruyère. Explique-nous un peu quand même, tease-nous un petit peu le contexte. Je l'ai dit en introduction, il y a un rachat à la barre du tribunal. C'est quoi les enjeux? Qu'est-ce que tu découvres? C'est quoi ce projet? Pitch-nous en 2 secondes. Alors écoute, ce projet, c'est une entreprise qui a connu une forte croissance de 86 à 2010-2012. Voilà. Très forte croissance qui a été faite par le lancement de différentes marques et puis la croissance de ces marques. Voilà. Donc avec à la tête un couple d'entrepreneurs. Marque de décoration. De décoration, pardon. Ouais. Alors, marque, la première était une marque de décoration, pièce d'objet de décoration, Orval, qu'on n'a plus, qu'on a arrêté. Et la deuxième, Mathilde M, était une marque une marque de parfum d'intérieur et de petites décorations. Et donc, développer à l'international ces marques, ce qui a été formidable. Et changement de direction 2014-2015, et le changement de direction ne fonctionne pas, pour plein de raisons, et l'entreprise voit son chiffre d'affaires décroître, et comme il y avait pas mal d'ambition, il y avait de forts investissements, et la rentabilité décroître. Il était monté à quel niveau le chiffre d'affaires? Il était monté à 16 millions d'euros, 15-16 millions d'euros, voilà, donc une chute assez forte, puisque nous, quand on la reprend, l'entreprise ne fait plus que 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, voilà, et puis des pertes importantes, et là ça commence à soit être compliqué, soit être amusant, ça dépend comment on se positionne. Qui était propriétaire de cette entreprise? C'était un fonds qui avait racheté l'entreprise au couple propriétaire de l'entreprise précédemment. Donc là, il y a un rachat qui se fait à la barre du tribunal et qui est financé par... la branche Private Equity du groupe La Bruyère. Voilà. Et puis moi aussi, je suis aussi actionnaire. Tu étais actionnaire. Ce groupe La Bruyère, en 2 secondes, tu peux nous dire ce que c'est? Alors, c'est un groupe français qui a aujourd'hui des activités dans le vin, puisqu'ils ont plusieurs vignobles en France,
en Bourgogne, dans le Beaujolais, en Champagne. Ils ont aussi une chaîne d'hôtels qui s'appelle H8. Ils ont une activité aussi dans le café, puisqu'ils sont propriétaires des cafés Coutume, voilà. Et puis, ils ont une branche private equity aussi, qui est propriétaire de Maton. Je ne sais pas si tu connais, le site de vente en ligne d'ustensiles de cuisine. Oui, bien sûr. Voilà, et maintenant propriétaire de Mathilde Création, majoritairement. Bon, on va revenir sur tout ça. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation finalement assez détaillée qui nous permet de comprendre l'ensemble des étapes de ton parcours professionnel qui t'a amené à reprendre cette entreprise, à être à la tête de cette entreprise et puis de la développer. On va y revenir. Justement, tu as commencé à l'évoquer, le secteur sur lequel se positionne Mathilde Création au travers des 3 marques que je nommais en introduction, et on reviendra dessus, à savoir Mathilde M, avec la lettre M, Blanc d'Ivoire et Déco-Clicquot. Ça te permet quand même aujourd'hui d'avoir un point de vue de professionnel sur le secteur de, je l'appelle décoration et petit ameublement. Tu vas me dire si c'est d'ailleurs les bons termes. Comment tu vois les choses? Comment ça s'est passé sur les trois dernières années? On enregistre, on est le 22 février 2022, c'est une super date. On est quasiment 3 ans après le premier confinement. Ouais. Le premier confinement, on l'a tous vécu, et puis on a tous constaté la même chose, c'est qu'on était chez nous et qu'on avait envie de s'occuper de nos intérieurs, les réaménager le cas échéant pour avoir un espace de télétravail. Mais bref, on était vraiment dans un contexte où on avait besoin de cocooning, on avait besoin d'être bien. Donc j'imagine, on a souvent entendu parler du bricolage, du do-it-yourself durant ces périodes qui a explosé. On imagine assez aisément que pour la décoration, ça a un petit peu suivi les mêmes tendances. Oui, c'est vrai, ça a suivi un peu les mêmes tendances. Alors, pour parler du marché, si tu veux, moi le marché, je l'ai vécu à travers les 3 acquisitions qu'on a faites et l'approche de ces 3 marques, 3 entreprises de ce marché. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu un chamboulement, en fin de compte, depuis des années 2000, qui est arrivé en 2010, où la distribution a connu des problèmes. C'est-à-dire les clients à qui on vendait les produits ont commencé à être confrontés à une concurrence de plus en plus forte en ligne. Voilà. Oui, alors je repitch globalement pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec la distribution dans ce secteur-là habituel. C'est une distribution qu'on appelle donc wholesale, qui est le terme anglais qui consiste à revendre à des revendeurs les produits. Donc on est en B2B2C. Si, c'est ça, et que tes clients, ce ne sont pas les consommateurs finaux, mais les revendeurs. Donc je passe par des revendeurs qui revendent les produits. Voilà, et ça c'est l'organisation historique de la distribution sur ce marché. Sur ce marché historique, avec le magasin de déco, haut de gamme, plutôt accessible, différents types de magasins de déco, et beaucoup de choses se passent par les salons aussi. La relation entre les marques et les clients, du moins les clients, je ne parle pas du consommateur, du client, se passe par les salons. Et ça, c'est vrai, jusqu'à l'arrivée de plusieurs choses. D'abord, de chaînes structurées, comme Maison du Monde, voilà, qui ont une concurrence énorme par rapport à ces boutiques, et puis le digital avec des gens comme Med.com, comme Made in Design, comme La Redoute aujourd'hui qui vend de la décoration d'intérieur. Donc tout ça a été chamboulé, et ces marques, je parle des miennes en particulier parce qu'elles le reflètent totalement, les 3 marques qu'on a rachetées, moi les 2 qui étaient en wholesale, avaient été très, très prospères jusqu'à ce chamboulement, et là elles ont commencé à connaître des difficultés parce que la distribution devenant plus petite, plus recentrée, ça a été plus dur pour écouler les produits. Et là donc voilà, ça a été pour moi le grand chamboulement du marché. Le deuxième chamboulement, c'est que les goûts des consommateurs aussi évoluent fortement. Vas-y, parlons-nous de ça un peu, parce qu'on était dans c'était quoi les tendances, et qu'est-ce qui a changé et comment ça s'explique? Alors, je peux pas te parler de toutes les tendances, mais moi ce que je vois dans ce qu'on fait, nous on est sur un style plutôt classique avec nos marques, et le classique des années 2000 à 2010, c'était un classique qu'on appelle shabby chic, un peu provençal, puis aujourd'hui c'est plus du tout la même chose. On a des pointes d'ethnique, on a même des meubles classiques qui sont repensés, on a tout ce qui est brocante qui revient à la mode et qui revient fortement à la mode. Donc
tout est perturbé. Et puis surtout avant, il y avait un style monostyle, souvent les gens. Aujourd'hui, les gens mélangent les styles. Et tout ça a perturbé le marché et a perturbé des marques. Je prends l'exemple de Blanc d'Ivoire, qui avait pignon sur rue de 2000 à 2013-2014, avec un style bien affirmé, un peu les mêmes créations. Et ben, tout est chamboulé à partir de 2013-2014, parce que le consommateur attend quelque chose de différent, parce qu'il y a des marques wholesale et des marques en ligne qui lui ont apporté d'autres choses. Donc, tout change. Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, ces nouveaux entrants sur les marchés, tu as parlé de certaines DNVB, comme Made, comme Made in Design, on peut en rajouter d'autres, comme Milibou, viennent proposer quelque chose de différent de ce qui existe dans le monde wholesale, pour pouvoir exister et justifier finalement leur présence. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a ça, et puis le deuxième chamboulement très fort, c'est le prix. Parce que ces marques en ligne, marques ou sites en ligne, ayant moins d'intermédiaires dans la chaîne de valeur, proposent des prix attractifs. Et ça donne un accès à des produits, je ne parle pas de marque, mais ça donne un accès à des produits que le consommateur n'avait pas précédemment. Et d'ailleurs, des marques qui, autrefois, pouvaient sembler un peu comme has-been, ringardes, deviennent attractives. Il y a des marques très, très grand public ou des chaînes très grand public aujourd'hui qui deviennent attractives par ce système, quoi. Donc, il y a vraiment un chamboulement sur le marché qui fait que, moi j'en parle dans mon cas pour Blanc d'Ivoire, ça devient très compliqué parce que cette concurrence est très dure. On n'a plus la distribution qu'on voulait, donc c'est pas simple. Et un peu la même chose sur Mathilde M, même si Mathilde M a une approche plus masse, donc plus facile pour trouver sa distribution et aussi plus abordable en termes de prix, donc moins concurrencé par ce prix en ligne. D'accord, donc ça c'est vraiment le changement majeur qui intervient dans les années 2010, qui explique qu'on rabat les cartes. Ouais. Finalement, les conditions de jeu sur le marché sont plus tout à fait les mêmes. On arrive aux années 2020, on arrive au Covid, avec cette période de presque 10 ans pendant lesquelles, finalement, les besoins des consommateurs évoluent, l'offre évolue, les acteurs historiques sont amenés à devoir se réinventer. Et puis, le marché, finalement, doit... Comment ça se passe, finalement, en 2019 là, alors, pour des marques comme nous, si tu veux, quand ça arrive, le confinement 2020, c'est très dur. Parce que les points de vente sont fermés. Alors, les points de vente sont fermés. Notre relation avec nos clients est aussi perturbée parce que les salons sont annulés. Et puis, notre facturation s'arrête. Donc, c'est un peu le... Au premier abord, c'est le drame. C'est le drame parce qu'on se dit comment on va passer, d'autant plus que nous, on était en plein redressement. Et là, on va revenir là-dessus. Et là, ça fait mal. Mais donc, c'est un drame, je crois que pour beaucoup d'acteurs, au début, c'est le drame. Saisi, quoi. Et puis, moi, je trouve ce qui est formidable, c'est que, on avait fait un travail sur nos produits, sur nos marques, et on voyait que ça commençait à payer. Mais on est obligé de changer. On est obligé d'adapter notre business model. On a été obligé de travailler sans salon. On a été obligé de créer des produits sans se déplacer chez nos fabricants, parce qu'il y a une partie de produits qu'on fait fabriquer à l'extérieur. Donc, on a travaillé à distance. On a aussi inventé une relation différente avec nos clients. On parlera de la digitalisation de la relation avec nos clients. C'est plus la même chose aujourd'hui. On le voit. Donc, vraiment, il a fallu se réinventer, et notre business model a été réinventé, parce que de l'argent, des budgets qu'on mettait dans des salons, aujourd'hui sont mis dans d'autres moyens, et je pense même si on se projette plus loin, ça c'est ma vision des choses, il faut aller le mettre sur le consommateur, beaucoup plus fort, pour attirer le consommateur, pour créer ces marques auprès du consommateur, qui va venir après dans nos boutiques ou sur nos sites acheter nos produits. On va y venir, mais justement, le consommateur, là, pendant ces 3 ans, il y a l'impact du confinement, du premier confinement, on est tous saisis, tout s'arrête, on est un peu comme les lapins dans les phares d'une voiture, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, le monde se ressaisit, puis finalement, c'est quand même 3 ans, la pandémie, ça fait 3 ans. Ouais. Le consommateur, pendant ce temps-là, il a réalloué, ses budgets offline sur du online. Est-ce qu'il a voulu les mêmes choses? Est-ce qu'il a acheté les mêmes choses? Est-ce qu'il est plus prêt aujourd'hui à aller directement vers les marques? Ou est-ce qu'il fait toujours confiance aux revendeurs? Est-ce qu'il y a un croisement entre le offline et le online beaucoup plus fort? Comment tu perçois les choses sur ce marché? Alors, dans notre domaine, si tu veux, pour nos revendeurs, je vais commencer par ça, parce que au départ, notre activité était principalement offline, avec Mathilde M et Blanc d'Ivoire. Ça a été très dur pour eux aussi. Hein. Bon, ils ont été soutenus par les aides, etc. Mais
on a vu deux choses. D'abord, un soutien des clients incroyable, de leurs clients, une fidélité, on a vu un attachement des clients à leur boutique. Deuxième chose, une fin d'année exceptionnelle, voilà, associée à, j'ai envie de dire, leur business a été, entre guillemets, nettoyé. C'est-à-dire qu'ils ont baissé leur stock et ils ont eu des très bonnes ventes en fin d'année. Ce qui les a fait démarrer sur une année 2021 extraordinaire. Parce que l'année 2020, j'ai envie de dire, ça a été un peu une purge, mais une purge bénéfique aussi pour eux. Ils ont pu tenir grâce aux aides. Leurs ventes ont été très bonnes sur la fin de l'année. Leur stock a diminué. Donc, ils ont démarré 2021 avec des consommateurs fidèles. Et tous mes clients aujourd'hui nous disent 2021 était une année exceptionnelle. Et 2020 a été pas si mal que ça. Donc ça a été très positif. Au niveau du consommateur, globalement, on a vu quand même, on a eu la chance, la malchance, de voir des loisirs fermés. Et donc les gens passaient du temps chez eux, du moins enfermés chez eux, donc passer du temps chez eux, des loisirs fermés, donc allouer des budgets à autre chose, et donc à la décoration de l'intérieur. Donc ça a été une opportunité. Après, quand on lisse, c'est là où c'est intéressant, parce qu'il faut lisser, on voit, et là je passe sur le digital et sur le site des Coquelicots, qui a été complètement arrêté aussi au début. C'est-à-dire pendant un mois, les gens cherchaient. Puis après, les ventes ont explosé, sont allées très fortes, et puis on a connu un ralentissement cette année, sur le dernier trimestre 2021, parce qu'on a un historique très fort. Mais on voit, quand on lisse sur 2 ans, une forte croissance. Je vais te donner un chiffre. Le dernier trimestre, ou cette année, moi je suis assez transparent sur les chiffres, on fait moins 17%. Ok. Bon, on fait une très bonne année, on est à plus 27%, mais sur le dernier trimestre, moins 17%. Mais si je me compare comparé au à 2020, voilà, qui était très fort en fin d'année, mais si je me compare au dernier trimestre 2019, je fais plus 57%. Donc si tu veux, tu as quand même eu un effet bénéfique. On a sûrement profité d'une opportunité, mais on a construit quelque chose avec nos clients, puisque derrière, on voit qu'il y a quand même du réachat et quand même du business qui est pérenne. Donc ça reste, pour moi, cette période très positive. Ok, donc on comprend que finalement, il y a eu merci pour cette description du marché, et puis comprendre dans ces grandes lignes les évolutions qu'il a subies entre finalement 2010 et 2020, avec des changements structurels, l'arrivée de nouveaux acteurs, et puis ensuite le confinement qui est venu finalement... développer un attachement peut-être encore plus fort des consommateurs aux marques de déco. Et le marché semble pouvoir capitaliser là-dessus au travers de l'expérience que tu décris quand on lisse. C'est plutôt positif. On a bien compris maintenant le contexte. On sait dans quel marché tu évolues. On va arriver maintenant sur la proposition de valeur de Mathilde Création, enfin des propositions de valeur. En fait, j'aimerais bien que tu continues l'histoire où tu l'as laissé à la barre du tribunal avec le rachat de cette première marque, Mathilde M, puis des 2 autres qui sont arrivés. Vas-y, continue un peu pour qu'on comprenne bien finalement le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui avant qu'on aille plus loin dans les propositions de valeur. D'accord. Alors si tu veux, l'idée à la base, parce qu'on rachète la première société qui s'appelait Orvema, qui était propriétaire à la barre du tribunal de Mâcon, qui était propriétaire de 3 marques, Mathilde M, Orval et Art Tempo, dans le domaine de la décoration et du parfum d'intérieur. L'idée, c'est de se dire qu'il y a sûrement une place dans ce marché de la décoration entre de très grands leaders, très grosses entreprises, et puis plein de petites sociétés, et essayer de créer, moi j'aime pas le terme groupe parce que je trouve ça un peu prétentieux, mais une société bien structurée, bien organisée, une PME qui pourrait devenir une ETI à terme, voilà, au milieu de tout ça. Donc on a cette opportunité avec le groupe La Bruyère, on l'a saisie parce que la vision derrière tout ça, c'est d'avoir une entreprise avec des marques, des vraies marques, pour se différencier de la concurrence, des marques internationales, voilà, et à terme, avoir une distribution internationale et multicanale pour pouvoir tenir dans les moments les plus difficiles. Je vais y revenir. Et donc, ce premier achat, on garde que Mathilde M. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une entreprise, il y avait une marque Art Tempo, fleurs artificielles parfumées, concept un peu compliqué, on préfère arrêter. Orval, qui était la marque la plus ancienne, on essaie de la relancer, on n'y arrive pas parce que trop concurrencé par des marques accessibles de petites décorations. Et on garde Mathilde M parce que Mathilde M, j'engage tout le monde à aller voir le site pour la marque, elle a vraiment, cette marque, un ADN, un positionnement clairement défini, voilà, qui était un peu, j'ai envie de dire, l'offre produit avait un peu
était un peu ringarde pour dire ce qu'il en faut quand on a repris, qu'il fallait repenser ce qu'on a fait, mais le positionnement était là et elle se différenciait de ce qui existait sur le marché. Le positionnement, c'est quoi? C'est milieu de gamme, haut de gamme? Alors, c'est quoi? Une gamme. Comment on le définit, le positionnement? J'ai envie de dire que c'est du mastige. C'est une marque... c'est bon, je ne connaissais pas ce mot, j'aime bien, j'achète. Accessible avec un côté prestige. C'est-à-dire qu'on a des prix accessibles, mais ce qu'on voit de nos consommatrices, c'est quand elles achètent un produit Mathilde M, ce sont des femmes. C'est un univers très féminin. Quand elles achètent du Mathilde M, elles ont là le sentiment d'acheter un produit de prestige. Alors on a du parfum, ça joue, du parfum fabriqué en France, voilà. Puis on a la petite décoration qui est sympa, avec de la création. Tous les produits sont créés en interne. Donc elles ont l'impression d'acheter quelque chose de... Elles ont le sentiment, et c'est une vérité, d'acheter quelque chose de qualité, à un prix abordable. Donc voilà, le positionnement mastige. Et si tu veux, on trouve que cette marque, donc le positionnement, avec un style très classique, qu'on a repensé, c'est-à-dire on l'a mis à l'ordre du jour. Par exemple, au niveau des couleurs, on était sur le blanc, sur le gris, on a injecté des couleurs, du rose, pour un peu faire vivre un peu plus la création. Ça, comment tu le fais en fait? Tu gardes les équipes que tu as quand tu arrives, ou alors tu vas aller chercher d'autres talents pour pouvoir repenser, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple. Quand tu prends une entreprise, tu prends aussi et surtout les personnes qui sont dans cette entreprise-là. Est-ce qu'il est nécessaire d'injecter du sang neuf, entre guillemets? Est-ce que finalement il y a ce qu'il faut en interne pour repenser l'entreprise? Comment on fait avec ça? Il faut un bon équilibre entre les deux. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut jamais trahir le passé, parce qu'il y a plein de bonnes choses à aller chercher. Donc automatiquement, il faut garder des gens, et il faut injecter du sang neuf, avec quelque chose qui se fait assez naturellement, des gens qui partent parce qu'ils ne croient plus au projet, ou parce que ce qu'on propose ne les intéresse pas, voilà. Et donc on fait rentrer des nouveaux qui vont apporter des idées nouvelles. Mais moi, ce que je demande, c'est toujours respecter le passé. Parce que il y a combien de personnes Il y a 52 personnes. Et ça, il y en avait 52 quand vous avez racheté? Il y en avait 80 quand on a repris l'entreprise. Donc vous avez dégraissé. Donc on est reparti avec moins de collaborateurs. C'était incontournable d'un point de vue financier. Et puis surtout, ça a fait repenser l'organisation, et ça a apporté aussi une dynamique à l'entreprise, qui a permis d'aller de l'avant. Mais voilà, donc on fait un équilibre entre des gens qui restent et des gens qui arrivent. Et sur la créa, c'est cet équilibre qui s'est créé. Quand je regarde l'équipe, créa et achat, c'est moitié-moitié. Voilà, j'ai une nouvelle directrice de création, mais j'ai une personne dans son équipe qui est là depuis des années, aux achats pareil, et je trouve, et pareil, j'ai une nouvelle... Voilà, c'est super bien équilibré, et ça permet, je trouve, de réussir cette évolution. Donc là, on est dans du wholesale. Du wholesale. Principalement. Ouais. Et alors la suite de l'histoire, parce qu'il y a donc 2 autres marques qui arrivent. Donc après, si tu veux, on démarre avec Mathilde M, avec cette conviction. Ça prend du temps, parce que le premier succès de Mathilde M, racheté en 2017, on le sent début 2020. Ça tombe mal au moment début 2020, mais on voit la collection qu'il va prendre, quoi. Parce qu'il a fallu changer les gens, il a fallu évoluer dans le style, et une collection, il nous faut 12 à 18 mois pour la créer, donc automatiquement t'as de l'inertie. Et puis arrive l'opportunité de racheter Blanc d'Ivoire lors d'un voyage en Corée. Mon distributeur me dit, mais je crois que cette marque va arrêter, c'est formidable, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Et là je prends contact avec le couple qui était propriétaire, et puis l'affaire se fait. Eux, ils voulaient arrêter parce que... Des Français, Des Français, oui. Monique Fischer, qui était la créatrice de la marque et la fondatrice, et aussi elle qui faisait le style de la marque, avait envie de passer à autre chose, de prendre sa retraite, de se reposer. Et donc l'opportunité, la chance, le bon moment, voilà. Et donc le deal se fait. Là, on est en quelle année? On est en 2018, donc c'est quand même rapide, parce rapidement. Que tu vois, voilà, on n'a pas encore redressé le premier truc. Même secteur, la déco, mais j'ai envie de dire, on apprend aussi en faisant une petite erreur, on se dit, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, parce que d'un côté, j'ai une marque qui va vendre du parfum, du petit objet de déco, accessible, diffusion très large, et là, j'achète une marque haut de gamme, une marque qui va avoir une distribution sélective avec des produits chers. Et donc ça veut dire quoi? D'un premier abord, oui, c'est plus ou moins la même distribution au global, mais ce ne sont pas les mêmes points de vente. C'est pas la même approche, c'est pas le même discours. Donc ce ne sont pas les mêmes clients. C'est pas les mêmes clients, voilà. Et même, tu t'adresses pas du tout à la même cible, pas au même consommateur. Donc c'est très très compliqué. Mais il n'empêche que... C'est une boîte qui fait quelle taille à peu près quand vous rachetez? Alors, Blanc d'Ivoire, si tu veux, c'est une entreprise qui a fait plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand on la rachète, elle ne fait plus rien, parce que Monique Fischer avait décidé petit à petit d'arrêter l'activité. Donc on relance une collection
collection. On arrive sur Maison Object, notre nouvelle collection, alors un peu de produits qui venaient des collections précédentes de Blanc d'Ivoire. Puis petit à petit, on injecte des nouveautés, puis on fait évoluer. Aujourd'hui, on fait 3 millions d'euros sur Blanc d'Ivoire. Et la particularité de Blanc d'Ivoire, c'est du wholesale, sélectif, c'est du contract aussi. On travaille avec des hôtels en direct, on travaille avec des architectes d'intérieur. Et puis, c'est une boutique rue du Bac. Voilà, donc quelque chose aussi de différent. Mais c'est intéressant parce que c'est totalement complémentaire. Donc là, je garde mon idée première de dire j'ai une structure commune avec de la finance, de la logistique, et puis pour chacune des marques, j'ai de la créa et une approche commerciale différente. Voilà. Et donc, on avance dans notre projet. Alors, c'est vrai que ça met un peu de temps sur Blanc d'Ivoire parce qu'au début, on allait un peu vite en besogne sur la distribution, il a fallu adapter. Mais on voit aujourd'hui qu'on va dans la bonne direction. Donc voilà comment, si tu veux, Mathilde M, Blanc d'Ivoire, l'entreprise s'est structurée au fur et à mesure de ces 4 ans qui sont bientôt 5, qui sont derrière nous. Et alors, je le disais en introduction, il y a 6 mois maintenant, ou un peu plus, c'est ça, 6 mois, il y a des coquelicots qui arrivaient. Ouais, des coquelicots qui arrivent. Là, c'est encore autre chose. Alors, c'est encore autre chose, mais alors, si tu veux, des coquelicots, oui, c'est le digital, c'est un site qui a évolué. C'est ce qui m'a plu, parce que au départ, des coquelicots en 2002, donc toute une histoire, hein, c'est quand même... le site a été créé en 2002, c'est revendre des marques en ligne. D'accord ? Ça, c'est Laurence Rougeau, qui est toujours dans l'équipe, c'est son projet. Et puis, petit à petit, il y a un tournant stratégique qui se fait, c'est que le site revend des marques en ligne, mais crée aussi ses propres marques. Et ça, c'est la nouveauté, c'est-à-dire d'un site qui ne revendait que des marques qui ne lui appartenaient pas. Aujourd'hui, 80% du chiffre d'affaires est fait par les propres marques de Décoquelicot. Oui, ça veut dire qu'il passe du statut de distributeur à celui de marque. De marque digitale, quoi. Et si tu veux... la marque s'appelle Décoquelicot. Alors, il y a plusieurs marques. Aujourd'hui, il y a 5 marques. Il y a Décoquelicot, il y a Casaterra, il y a Passage Vernet, il y a 5 marques. Et si tu veux, ce qui est très intéressant, c'est que ces marques permettent de se différencier de la concurrence. Et d'un point de vue économique, ça permet aussi d'avoir une marge plus importante. Donc, moi, ça m'a séduit parce que ça rentre aussi dans notre stratégie, c'est-à-dire des marques, voilà, tu vois, du digital. Alors là, le troisième brique de ma stratégie arrive, c'est-à-dire que je fais vraiment du multicanal, puisque je vais m'attaquer au digital. Il manque juste un truc dans des coquelicots, ce que j'ai pas dit précédemment, c'est que les 2 autres marques, Mathilde M et Blanc d'Ivoire, étaient vendues dans 50 pays, donc international. Il manque que l'internationalisation. Mais ça rentre parfaitement dans ce qu'on veut faire, avec une distribution différente, mais totalement complémentaire. Et sur les produits, là aussi, c'est complémentaire. C'est différent, mais complémentaire. C'est-à-dire qu'on est sur une proposition, l'offre, qui est de la petite déco, du meuble, du textile, en ligne, à un prix abordable. Voilà. Et j'ai pas ça parce que j'ai d'un côté du parfum et de la petite déco, j'ai de la déco haut de gamme avec Blanc d'Ivoire, donc ça se complète. Et les marques se cannibalisent pas, ils sont totalement complémentaires. Donc là, il y a une cohérence industrielle quelque part qui se construit, et puis tu as commencé à en parler effectivement de l'international, de la dimension multicanale de la distribution. C'est intéressant de t'entendre parler de ça. Comment en fait tu vas capitaliser sur tout ça ? Comment tu vas... Parce qu'aujourd'hui, les sites de Mathilde M et Blanc d'Ivoire vendent aussi en ligne. Comment tu vas pouvoir mutualiser un certain nombre de choses ? Est-ce que Mathilde M et Blanc d'Ivoire vont aussi être distribués sur des coquelicots ? Et puis finalement, l'international, c'est du wholesale aujourd'hui. Est-ce que l'international, c'est aussi du digital demain ? Bref, c'est quoi les plans de développement ? Alors les plans de développement, alors il y en a plein. Hein. Et avant ça, une petite question. Globalement, maintenant qu'il y a ces 3 acteurs, ces 3 marques, ça représente quelle taille de chiffre d'affaires ? C'est 19 millions d'euros de chiffre d'affaires au total. Okay. Voilà. Avec 40% au total de ces 19 millions, 40% international et 40% en ligne. Donc je trouve que on commence à avoir un équilibre sympa. Alors, les plans de développement, si tu veux, il y en a plein. Tout d'abord, alors je ne sais pas comment commencer, si tu veux, mais ce que nous a apporté des coquelicots et comment on se projette avec des coquelicots. D'abord, des coquelicots va nous apporter, bien sûr, un site, des marques et un business additionnel. Voilà, ça c'est la première chose. Et on a envie de le développer en tant que tel. On n'a pas acheté des coquelicots en se disant ça va nous apporter une expertise dans le digital. Non.
Ce qui nous intéressait, c'est le site et ses marques. La deuxième chose, c'est le digital. C'est-à-dire que ça nous a apporté cette expertise digitale. Tu parlais des ventes de Mathilde M et Blanc d'Ivoire en ligne, c'est 5% du chiffre d'affaires. C'est ridicule. Des Coquelicots, c'est un pure player, c'est 100% du chiffre d'affaires. Donc, ça va permettre sur Mathilde M et Blanc d'Ivoire, avec échange dans les équipes, sûrement des mutualisations de fonctions, d'aller très vite, si tu veux, du moins d'accélérer notre développement digital sur Mathilde M et Blanc d'Ivoire. Donc ça, un gain énorme pour nos deux marques. Après, j'ai envie de dire la réciprocité, c'est que notre expertise en wholesale va nous permettre de vendre certains de nos produits des Coquelicots dans le wholesale. C'est-à-dire que pour moi, c'est une opportunité parce que ça va permettre de faire connaître nos produits. Et je crois, moi... Des Coquelicots, aujourd'hui, c'est uniquement en France ? Alors, ça va être le quatrième point, c'est qu'il y a aussi, si tu veux, des Coquelicots n'est qu'en France. Alors, je suis très prudent là-dessus, et c'est une projection plutôt 2023-2024, mais on a une culture très internationale sur le reste. Il faut qu'on apporte cette culture internationale sur des Coquelicots. Je suis prudent parce que l'internationalisation du digital, on sait internationaliser du wholesale, on sait travailler avec des agents dans le monde entier, des distributeurs, des clients dans le monde entier. En ligne, c'est plus compliqué, mais on sent déjà qu'il peut y avoir une appétence d'un point de vue consommateurs sur les produits des Coquelicots dans plusieurs pays en Europe, et on voit qu'on commence à avoir un peu de demande maintenant que les gens savent, nos clients savent qu'on est propriétaire des marques de des Coquelicots. Donc il y aura sûrement quelque chose à faire sur l'internationalisation du site dans les années à venir, ça c'est sûr. Quand je t'entends parler, en fait, il y a aussi un point qui est clé, c'est que l'arrivée, j'imagine, pour votre compréhension des consommateurs finaux des deux premières marques, Mathilde M et Blanc d'Ivoire, c'est que même si ça représente que 5% du chiffre d'affaires, vous êtes en contact direct avec ces consommatrices. Alors ça, c'est quelque chose de formidable parce que quand je te parlais du marché, souvent notre connaissance du marché, notre connaissance de la consommatrice se fait de façon empirique, on n'a pas beaucoup de données et tout ça, on va être en contact direct avec la consommatrice. Donc sur Mathilde M et Blanc d'Ivoire, ça va nous permettre aussi de mieux comprendre la consommatrice que quand on... Alors, on a la chance d'avoir du wholesale et des clients qui nous parlent de leurs clientes. Mais je trouve qu'avec le digital, on est en prise directe et c'est très intéressant d'un point de vue marketing. Donc là, une belle opportunité aussi. Je vais aller titiller le petit point qui, dans les schémas qui est habituel, celui que tu décris avec une vente, des ventes en wholesale, donc des distributeurs avec qui il y a une relation historique qui a été créée. Comment perçoivent-ils finalement la vente en direct au travers du canal digital ? Alors, c'est un vrai sujet et je pense qu'il faut le faire de notre côté de manière intelligente et subtile. Parce que je comprends que des clients aient des inquiétudes par rapport à ça, parce qu'ils ont vu l'évolution du marché et ils se disent Mathilde M, Blanc d'Ivoire, ils vont faire la même chose, ils vont aller vendre en ligne et ils vont nous tuer. Bon, petit à petit, l'évolution fait qu'ils se rendent compte qu'il y a une complémentarité. Et que le consommateur en ligne n'est pas le même qu'en boutique, qu'il y a des attentes différentes, surtout dans notre domaine où il y a quand même des gens qui ont envie de voir les produits, qui ont envie de les toucher, et donc la boutique a toute son importance. En plus, moi je me fais, tout ce que l'on propose en ligne, on le propose aussi en boutique. C'est-à-dire que nos clients wholesale, c'est le même prix, il n'y a pas de différence de prix, et quand on fait une promo en ligne, on la propose à nos clients pour qu'ils puissent être compétitifs. Et après, c'est le consommateur qui décide à la fin. Et moi, je pars du principe qu'un consommateur qui a envie d'acheter en ligne, on le fera jamais venir en boutique et inversement. Donc voilà. Et au début, ça a été difficile. Ça devient de plus en plus... Ils comprennent. Je suis curieux et ça évolue. Te entendre sur cette question-là dans 6, 12 ou 18 mois sur le fait que le client qui achète en ligne n'a pas forcément envie d'acheter en boutique et vice-versa. Alors, attends, c'est-à-dire que je pense que oui, bien sûr, il y a de la porosité, il y a des échanges. Mais il faut que dans notre domaine, moi je vois qu'il y a aujourd'hui une vraie différence. Et d'ailleurs, alors pour plein de raisons, et d'ailleurs, on le voit, nos ventes sur Mathilde M, par exemple, en ligne, ne sont pas les mêmes que les ventes que l'on a en boutique. Tu veux dire que tu, en fait, probablement, dis-moi si je me trompe, tu arrives à toucher d'autres consommateurs, c'est des consommateurs additionnels à ceux qui achètent offline. Alors, exactement. C'est-à-dire que si je regarde Mathilde M, toujours, je vois que j'ai une consommatrice beaucoup plus jeune en ligne qu'en boutique. Alors, comment tu arrives à le savoir ? Comment tu arrives à avoir la donnée sur les personnages, justement, des consommatrices en boutique ? Alors, on l'a à travers notre distribution.
Je pense que c'est aussi le fait de notre distribution, qu'il y a cette clientèle et automatiquement la clientèle ne rentre pas par la marque mais rentre par la boutique et achète derrière notre marque. Voilà, donc c'est grâce à ça qu'on peut l'avoir en connaissant aujourd'hui bien notre distribution, parce que ça fait des années qu'on travaille avec eux. On a 2500 points de vente, tu vois, pour Mathilde M en Europe. On a une cinquantaine d'agents qui travaillent, donc on sait quelle est notre consommatrice dans ces boutiques, et on voit quelle est la consommatrice qu'on a en ligne. On voit aussi que le digital sur des marques comme Mathilde M nous ouvre à ces nouvelles consommatrices, et donc il y a une vraie opportunité là-dessus. Globalement, c'est quoi les grosses différences entre les deux types de consommatrices? C'est l'âge. C'est l'âge et la localisation. Mais c'est marrant parce qu'on revient à la distribution. Si tu veux, t'as beaucoup plus aujourd'hui de boutiques, je prends Mathilde M, de petites décos dans des villes de province ou des petites villes, voilà, beaucoup moins dans les grandes villes où c'est plus concurrentiel, plus dur. Et on voit qu'aujourd'hui sur Mathilde M, on a une clientèle qui est plutôt une femme qui vit en province qu'une citadine de grande ville. Voilà. Et avec le digital, on va chercher cette citadine de grande ville. Voilà. Donc, okay. Donc ce sont des ventes additionnelles. C'est des ventes additionnelles, c'est complémentaire. Et puis, et ça, nos clients commencent à s'en rendre compte. C'est pour ça que, si tu veux, je pense que ça rentre dans les mœurs. Et d'ailleurs, on a beaucoup de clients qui ont eux-mêmes leur site et qui vendent en ligne aujourd'hui. Et ça a été et ça, c'est un effet Covid, c'est-à-dire que cette digitalisation de notre distribution wholesale est apparue pendant le Covid. Ils sont mis à vendre en ligne, et puis ils ont vu que ça fonctionnait, que c'était complémentaire avec ce qu'ils proposaient, et ils continuent à développer ça. Donc on est dans une espèce de chamboulement où tout se mélange, et où je rejoins ton point, c'est sûr qu'à terme, les consommateurs, ils vont passer de l'un à l'autre. Ça, bien sûr. Ça, c'est clair, j'en doute pas. Sur l'international, tu l'as évoqué, 50 pays, bon, globalement, c'est quoi les gros marchés internationaux? 50 pays, tu sais, on a un mode de commercialisation qui passe beaucoup par les salons, donc automatiquement on touche beaucoup de clients potentiels. Les vrais marchés, aujourd'hui c'est l'Europe, voilà. C'est notre deuxième pays est l'Italie, qui représente quand même 20% de notre chiffre d'affaires. Le troisième est le Portugal, quatrième l'Espagne. Ça, c'est nos gros pays en Europe. Après, on fait 10% de notre chiffre d'affaires si j'enlève des coquelicots sur nos marques wholesale en Asie, avec Japon, Chine, Taïwan et Corée, où on a des distributeurs. Voilà. Et puis on a la Russie pour finir, qui est un autre gros marché. Donc en gros, si tu veux, c'est 85% sur l'Europe, sens large, je mets la Russie dedans, et puis 10% sur l'Asie. Après, 5%, ça reste... À droite à gauche. Voilà, à droite à gauche, des petits trucs. Voilà. Mais c'est ça nos gros marchés. La volonté stratégique, parce qu'on est une PME, on n'a pas de moyens, pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup de monde, c'est de se concentrer sur ces marchés. Quand je dis se concentrer, c'est mettre les moyens humains, les moyens financiers, si on en a à mettre, sur ces marchés, et surtout pas se disperser, surtout pas se dire on va aller attaquer les États-Unis la fleur au fusil, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est pas possible. On peut peut-être démarrer par le Canada gentiment, mais ça Il y a un truc avec le Canada, non? Ouais. Il y a déjà le côté personnel, si tu veux. Et puis je me dis qu'il y a peut-être une opportunité peut-être de se confronter à ce marché nord-américain, avec un consommateur plus proche même s'il faut faire attention, du consommateur français par exemple, et puis se faire des premières idées sur l'Amérique du Nord à moindre coût par rapport aux États-Unis qui coûtent une fortune. Donc là, l'idée c'est d'accélérer sur les marchés sur lesquels il existe déjà une traction, voilà, où il y a déjà des distributeurs, peut-être de compléter le dispositif avec un dispositif online. Alors il y a deux choses si tu veux, parce que on a agent et distributeur. Je précise, un agent, c'est quelqu'un qui va représenter la marque dans un pays, donc qui va vendre nos produits aux boutiques, mais c'est nous qui livrons le client, c'est nous qui facturons le client, et on paye une commission à l'agent. Et c'est nous qui gérons la stratégie marketing dans le pays. Un distributeur, on lui vend les produits, il achète les produits, et après, il anime la marque sur le pays. C'est-à-dire qu'il a sa force de vente ou ses ventes en ligne, et puis derrière, il a ses moyens marketing. Voilà. Nous, on l'aide sur la stratégie, il faut qu'il suive la stratégie de la marque. Si tu veux, pour revenir à la question, déjà, on voit qu'en Europe, oui, on va vers du digital et vers des clients, moi, quand je dis évolution, des clients digitaux qui achètent pour revendre en ligne. Ça, c'est incontournable. Et moi, je suis assez favorable à ça parce que je pense que c'est l'avenir. En Asie, par exemple, parce que bon, ils sont assez à l'aise avec ça, nos distributeurs ont aussi une distribution mixte, c'est-à-dire qu'ils ont souvent leur force de vente, mais ils ont aussi un site au nom du distributeur et de la marque, et ils commercialisent en ligne. Donc c'est un mixte un peu d'international, digital, wholesale qu'on est en train de vivre, et je trouve ça super enrichissant parce que on apprend plein de choses de ce qui se passe dans un pays, qu'on peut dupliquer dans un autre, et c'est très riche pour nous parce que moi je pars du principe que l'international, ça a une force.
pour le business, parce que c'est du chiffre d'affaires, parce que c'est de la sécurité aussi. Nous, on l'a vu pendant le Covid, quand un pays confinait, il y en a qui ouvraient, donc on passait du chiffre d'affaires à un autre. Mais c'est aussi une façon d'apprendre qui est incroyable pour une PME comme la nôtre, parce qu'on va apprendre des choses de nos distributeurs, on va apprendre des choses de nos clients qu'on pourra dupliquer dans d'autres pays. Aujourd'hui, je te donne un exemple, on a le Portugal en wholesale, qui est un succès mais incroyable. Voilà. Et on apprend plein de choses au Portugal qu'on peut dupliquer en Espagne, en Italie et même en France. Par exemple. Alors, je vais te donner un exemple, c'est le rôle, on a des agents, d'accord ? C'est le rôle et le métier de cet agent, de cette commerciale, qui a su évoluer, qui aujourd'hui, avant d'être qui est plus une personne qui va vendre à la boutique, bien sûr elle vend, mais elle va l'accompagner dans le sell-out. Alors, si des gens m'entendent et qui sont dans des réseaux de distribution hyper modernes, ils vont dire mais c'est quoi ce côté ringard ? Mais chez nous, on a encore des commerciaux où une fois qu'on a passé la commande, on part du point de vente et puis advienne que pourra. Et cette commerciale, elle a compris, donc elle fait du merchandising en point de vente, elle forme les équipes et derrière il y a du conseil, donc elle a compris. Et tout ça, ça nous aide vachement à éduquer le reste de notre force de vente et la faire évoluer. Voilà, et donc moi je trouve ça super riche. C'est intéressant ce que tu dis. Je voudrais aussi t'entendre sur le sujet des places de marché. Ouais. Finalement, quand je t'entends parler, tu me dis je saisis les opportunités où elles se trouvent. Le distributeur, le grossiste qui revend en ligne, je trouve ça très bien parce que c'est le sens de l'histoire. Quand on voit que ça fonctionne avec une commerciale qui fait un accompagnement et quelque part qui a des actions de fidélisation de ses clients, ça fonctionne. Pourquoi tu ne vends pas sur Amazon en Espagne et en Italie ? Alors, très bon point. Alors, j'ai dit il faut le faire subtilement et par étapes. Par exemple, sur des coquelicots, on est présent sur toutes les places de marché possibles et imaginables parce que on n'a pas ce problème de double distribution et surtout, les places de marché correspondent au positionnement de la marque et tu trouves sur la place de marché un environnement concurrentiel qui respecte la marque. Pour arriver sur une place de marché, pour aller sur une place de marché, il faut que cet environnement concurrentiel soit respecté. Si je prends l'exemple de Blanc d'Ivoire, pour des questions d'image, je ne peux pas vendre Blanc d'Ivoire n'importe où. Et pour des questions aussi de respect de ma distribution. Aujourd'hui, je me vois mal vendre un canapé à plus de 3 000 € dans un environnement qui ne correspond pas à ce canapé. Et donc, je pense que c'est dangereux pour la marque, pour l'image de la marque, et c'est dangereux vis-à-vis de ma distribution qui ne comprendra pas un peu de distribution. Après, si je suis cohérent dans la politique de distribution, c'est-à-dire que si je vends dans des boutiques où le prix moyen du produit est à 15-20 €, et si en ligne, je suis sur une place de marché où le prix moyen est à 15-20 € avec des positionnements similaires, j'ai pas de problème. Mais je peux pas faire des choses complètement décalées. Et je trouve qu'on a réussi à garder la confiance de notre distribution, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, et on ne va pas n'importe où avec nos marques, et on adapte pour avoir quelque chose de cohérent avec la stratégie de la marque. Bon, écoute, c'est très clair. Merci pour ça. Pour un peu les ambitions du groupe, merci de voir un peu où ça va. Je le disais en introduction, je voudrais qu'on finisse notre conversation sur les sujets plus marketing, relations clients, données, réseaux sociaux. On l'a brièvement évoqué ensemble. Avant qu'on commence à enregistrer, tu me disais que justement, tu avais structuré une verticale marketing dans l'organisation de ton entreprise. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous y prenez, comment vous voyez les choses ? Qu'est-ce qui a déjà été construit ? Qu'est-ce qui reste à construire sur des sujets de relations clients, d'acquisition, de fidélisation ? Comment vous faites ? Alors, si tu veux, ce que je disais, une petite parenthèse par rapport à l'organisation, sur Mathilde M et Blanc d'Ivoire, on a une vraie équipe marketing. C'est-à-dire qu'on a une équipe créa, achat, et à côté de ça, on a une équipe marketing qui travaille deux choses, qui travaille le marché, la consommatrice, pour alimenter la créa de ces données et pour que la créa, bien sûr, crée aussi en tenant compte de la cible qu'on veut avoir et du marché, pas faire n'importe quoi, pas être déconnecté du marché et de la consommatrice. Et puis, elle travaille aussi sur les marques. Donc ça, c'est une petite parenthèse, je trouve, qui est assez forte chez nous et qui fait la différence. Et donc, globalement, on a une envie de comprendre la consommatrice. Maintenant, on est petit. Donc, on a peu de données. Tu l'as vu, on s'informe comment on connaît notre consommatrice. C'est soit en ligne parce qu'on a des données sur la consommatrice, soit parce qu'à travers nos boutiques, on a pas mal d'informations. Donc, je pousse les équipes à aller sur le terrain pour comprendre ce qui se passe. Après, les réseaux sociaux. Là aussi, on est petit, on a des petites structures pour gérer ça. L'idée, c'est pas aller chercher des communautés énormes, mais ce qu'on veut, c'est de l'interaction dans notre communauté. On veut des gens qui ont envie de venir, qui interagissent, qui échangent pour que ça vive.
pour être honnête, on a un travail monstrueux là-dessus, surtout que ça soit sur Mathilde M, sur Blanc d'Ivoire, sur des coquelicots, parce que quand on est des petites sociétés, ça a toujours été fait d'une manière artisanale, voilà, mais ça prend plutôt pas mal. Hein. On a des communautés, par exemple sur Instagram, si je prends Mathilde M, c'est entre 15 et 20 000 followers, et des coquelicots, on a plus de 70 000. Donc on a quand même quelque chose, on a de la matière. Je crois qu'il faut qu'on progresse sur la façon d'animer, et surtout d'animer à travers le produit, animer. On est sur un métier très visuel. Donc animer à travers les visuels, animer à travers les produits, et donner envie aux gens de venir découvrir nos produits. Donc ça, c'est super important. Il y a encore pas mal de chantiers qui vont devoir être mis en œuvre ou accélérés sur ça, sur la donnée. Je pense que tu as raison de le souligner, la donnée est clé. Et le contenu. Parce que c'est de ça dont tu parles. C'est le contenu, c'est les belles photos, c'est du texte attractif. Raconter des histoires, voilà. C'est avec des images, des photos, des textes, exact. Tout ce qu'il est possible d'utiliser pour raconter les histoires. Avant de vraiment conclure, parce que je sais que tu fais le parallèle entre ton monde d'avant, celui des cosmétiques, et celui d'aujourd'hui. Il y a des passerelles, il y a des similitudes, il y a des choses dont tu t'inspires d'avant. Alors, deux choses. D'abord, la première, c'est de toujours aborder quelque chose de nouveau, parce que c'est nouveau pour moi, ce domaine, avec un peu de candeur. Et jamais arriver, moi j'ai appris ça, parce que j'ai pris des claques parfois, avec des idées préconçues et en étant donneur de leçons. Donc regardez, quand je te dis l'histoire est importante, souvent je trouve qu'il y a des gens qui disent maintenant cette marque a périclité parce qu'ils étaient nuls, non mais ils ont été bons à une époque. Donc regardons ce qu'ils ont fait et respectons ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'on sera pas meilleur, donc toi aborder avec beaucoup de candeur, beaucoup d'humilité. Voilà, je trouve que ça c'est super important. Après, c'est pas pour autant qu'il faut pas avoir des idées nouvelles. Et je pense que ce que je trouve très intéressant aujourd'hui dans ce qui m'arrive, j'arrive avec des idées nouvelles, parce que quand tu as fait plusieurs années dans les cosmétiques en passant par le tourisme en ligne, tu te dis, mais tu apportes des idées nouvelles qui peuvent un peu chambouler. Moi, si tu veux, je connaissais pas ce business qui passait par des salons, et donc j'ai toujours insisté pour qu'on aille chercher le consommateur en direct, sur nos marques, avec nos moyens, mais ça chamboule un peu, et je trouve que ça fait évoluer, mais il faut pas tout casser. Et puis, il y a une similitude que j'ai découvert, je t'ai dit, j'ai découvert le maquillage au Canada sur l'Isoitier, je ne connaissais pas ce secteur, et je trouve, je ne suis pas un grand spécialiste du maquillage, mais moi j'en ai retenu une chose, c'est un subtil équilibre entre de la créativité et un côté très rationnel. Si tu fais que de la créativité dans le maquillage, tu vas te planter parce que tu vas être hors marché, tu vas pas être rentable. Et je trouve que ce que j'ai appris à travers le maquillage, je pense que c'est vrai pour la déco. C'est-à-dire que il faut bien sûr être capable de créer, capable d'inspirer le consommateur, de lui apporter quelque chose de nouveau, mais il faut aussi être très rationnel en lui apportant des choses où tu es sûr que ça va marcher et où tu vas gagner de l'argent. Voilà. Donc cet équilibre, moi je l'ai appris avec le maquillage et j'essaye de l'adapter, on essaye de l'adapter dans l'équipe. Oui, il faut que les créas s'expriment, mais derrière, il faut qu'on soit carré d'un point de vue financier et d'un point de vue créatif, c'est-à-dire qu'on met toujours un cadre. Je reste persuadé que la création fonctionne que si on met un cadre. Et je vais te donner un exemple, sur Mathilde M, depuis 5 ans, chaque collection a un thème. Alors, ça peut être très pénible, mais ce cadre fait que, d'abord, les gens ne sortent pas du cadre, mais ça leur laisse beaucoup de liberté à l'intérieur du cadre, et surtout, d'un point de vue intellectuel, ça te force à réfléchir et à aller au-delà de tes premières inspirations. Et je trouve ça très riche. Et je pense que c'est, aujourd'hui, là, en plus des hommes, des femmes, pardon, parce que c'est principalement des femmes dans l'équipe, et des hommes qui travaillent sur la créa, c'est ce qui fait aussi le succès de nos collections sur Mathilde M. Bon, écoute, Pierre, merci 1000 fois pour tous ces éléments d'explication. Je pense qu'on a bien compris finalement la façon avec laquelle ce groupe, alors tu ne veux pas qu'on utilise ce mot, mais disons que cette entreprise, cette grosse PME qui est composée de 3 marques, est en train de se redéployer en France et à l'international, comment elle finalement intelligemment utilise les différents canaux de distribution qui s'offrent à elle, et elle essaye de les mélanger pour finalement satisfaire les consommatrices qui sont finalement, oui, c'est plus des femmes que des hommes. Merci pour tous ces éléments. Merci Cyril.
Écoute, bonne chance pour la suite. Hein. On vous souhaite le meilleur pour le développement. Merci à Comexposium, l'organisateur du site One-to-One Retail e-commerce Monaco, partenaire de cet épisode. Merci à vous tous qui écoutez. Vous êtes toujours plus nombreux et ça fait toujours plaisir de recevoir vos messages. Si pour une raison ou une autre vous avez envie de joindre Pierre, vous pouvez le faire probablement par LinkedIn, ou si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez me joindre directement sur mon LinkedIn ou sur le site lesdigitaldoers.com. Pierre, à bientôt. À bientôt Cyril, merci.